Je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, on retrouve aujourd'hui Isabelle Doumanque pour parler de la thyroïde et de ses dysfonctionnements. Alors le premier épisode est plutôt théorique puisqu'elle nous explique en profondeur le fonctionnement de la thyroïde ainsi que le processus de création des hormones thyroïdiennes. On décortique toutes les maladies liées à l'hypothyroïdie et l'hyperthyroïdie ainsi que les goitres. Le deuxième est quant à lui plus pratique puisqu'on parle de prévention pour garder une thyroïde en bon état, mais également de prise de sang et de ce qu'il faut tester quand il y a suspicion de problèmes thyroïdiens. Très souvent, on ne va pas assez loin pour identifier le vrai problème. Isabelle nous donne des conseils au niveau de l'alimentation, mais également des compléments alimentaires, ainsi que sur les pratiques et activités qui aident à maintenir son bon état. Voilà, en tout cas 2 épisodes qui nous donnent envie de chouchouter notre petit papillon précieux. En parlant de papillon, moi j'ai un chat dans la gorge. Bonne écoute. Bonjour Isabelle. Bonjour Léna. Merci de revenir dans Horizon Podcast. Écoute, je suis ravie de te retrouver. C'était super la dernière fois. Donc, pour parler d'un autre sujet qui me tient à cœur, j'étais ravie de ta démarche de me rappeler. Pour rappel, tu es naturopathe, journaliste, auteur de plusieurs livres dont Les dérèglements de la thyroïde, c'est fini. Alors aujourd'hui, on va parler de cette thyroïde avec toi. Il y a beaucoup de choses à expliquer sur ce sujet. Mais alors, peux-tu nous dire d'abord pourquoi tu t'es intéressée à la thyroïde, à ce sujet, et en faire un bouquin ? Alors, je suis partie en fait sur la thyroïde, toujours de par mon intérêt pour la santé environnementale. C'est-à-dire qu'en fait, la thyroïde, c'est quand même une glande qui est un peu notre tour de contrôle, on verra ça plus en détail tout à l'heure, et qui est extrêmement impactée par certains polluants qui entravent, mais vraiment, son fonctionnement. Donc, du coup, c'est pour ça qu'en fait, je suis arrivée à essayer de travailler de façon plus approfondie sur la thyroïde, parce que finalement, par rapport aux perturbateurs endocriniens, on retrouvait des choses qui se croisaient. On retrouvait des choses, des métaux lourds, comme le mercure ou le brome, etc., ou des polluants, des pesticides, des composants perfluorés qui, en fait, font que la thyroïde fonctionne moins bien. Donc, ça avait un intérêt par rapport à ça pour moi de l'explorer un peu plus en détail. L'autre point commun aussi, c'était que finalement, la thyroïde est liée et vice-versa au fonctionnement des mitochondries. Les mitochondries, c'est un petit peu ce qui nous permet de fabriquer l'énergie dans les cellules de notre organisme. Et ils ont un point commun, c'est que les métaux lourds sont des poisons pour tous les deux. Les métaux lourds vont prendre la place ou vont empêcher la captation de certaines matières premières pour fabriquer les hormones thyroïdiennes. Et ces mêmes métaux lourds vont prendre la place d'autres métaux qui sont essentiels au bon fonctionnement de la mitochondrie. Les hormones thyroïdiennes permettent d'avoir des mitochondries qui fonctionnent bien et qui vont nous donner beaucoup d'énergie. Et si tu as des mitochondries qui fonctionnent moins bien au ralenti, l'iode, qui est un élément essentiel pour les hormones thyroïdiennes, va moins bien rentrer dans les cellules de la thyroïde et donc on va avoir une thyroïde un peu feignante. Donc tu vois, il y avait ce lien entre les deux et ce lien aussi avec donc, ces polluants et cette santé environnementale. Donc voilà, donc c'est ça qui m'a amenée en fait, si tu veux, à approfondir ce sujet sur la thyroïde. Et puis après, la dernière chose aussi, c'est que en m'intéressant à la thyroïde, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait, on en parlera plus en détail tout à l'heure, il y a une forme d'hypothyroïdie que moi j'appelle un peu sournoise, qui est dite fruste entre guillemets, c'est-à-dire que dans les bilans classiques sanguins, on ne va pas forcément se rendre compte qu'il y a un dysfonctionnement. Mais pour autant, les gens vont pas bien, ils sont fatigués, ils ont un transit qui se dérègle, ils sont un peu déprimés, etc. Et alors, dû ou pas aux perturbateurs endocriniens, dû à des carences nutritionnelles, il y a plein de causes possibles. Ouais. Mais ça, je me suis rendu compte que très souvent, en fait, là, vraiment, avec l'approche en naturopathie, en micronutrition, c'était un outil formidable pour transformer un peu la vie de ces gens-là. C'est pas quelque chose qui va mettre leur vie en danger, c'est juste quelque chose qui va un peu leur pourrir leur qualité de vie. Et quand tu arrives à améliorer ça, ils sont super contents, ils vont beaucoup mieux. Donc voilà, donc la thyroïde, en fait, elle est vraiment fragile par rapport à ces pollutions. Et 2, on a vraiment des moyens d'action pour optimiser son fonctionnement et ça change quand même pas mal la qualité de vie des gens. C'est bien, c'est ce qu'on a besoin d'entendre et c'est ce qu'on va développer plus tard. Quand on parle de thyroïde, on parle toujours d'hormones. On en entend souvent parler, mais qu'est-ce que c'est une hormone ? À quoi ça sert ?
Ah bah alors, une hormone, c'est un messager en fait. C'est un médiateur de communication. C'est-à-dire qu'une hormone, elle est fabriquée par une glande et puis elle va prendre un chemin dans l'organisme, bon, le sang par exemple, et elle va arriver dans une cellule de l'organisme. Et quand elle va rentrer dans la cellule de cet organisme, elle va diffuser un message. Et par le message qu'elle diffuse, bah, il y a des choses qui vont être fabriquées par les cellules de l'organisme pour Ouais, répondre à ce message. Donc c'est vraiment un messager. c'est très important. Parce que c'est ça qui fait que tu es en bonne santé. Exactement. Oui, oui, Ouais. tout à fait. C'est comme tu dis, par rapport à ce que tu viens de dire, si tes hormones sont un peu polluées par des métaux lourds, etc., ça veut dire que les messages vont être complètement faux et faussés, quoi. Exactement. C'est comme c'est de la communication qui est perturbée en fait. Mm. Et le problème de cette communication qui est perturbée, bah, tu vois, c'est comme toi quand tu reçois, je sais pas, tu reçois un message, ça grésille, t'entends pas bien, etc. Bah, soit tu risques de ne pas faire ce qui t'était demandé, donc tu réponds pas à la consigne, soit tu te dis, bah, je vais quand même, je crois que j'ai compris, donc tu vas répondre à la consigne, bah, en fait, pas de bol, t'as pas entendu entièrement le message, donc tu réponds à côté. Donc tu vas faire peut-être les choses à moitié, ou au contraire, tu vas répondre de façon trop importante à la consigne et tu vas surréagir. Bah, c'est exactement ça qui peut se passer avec les hormones. Soit il va rien se passer alors qu'il devrait se passer quelque chose, soit il va se passer quelque chose à moitié, soit au contraire, il va y avoir une action alors qu'il ne devait pas y en avoir. Mm. Ouais, Voilà, donc d'accord. de toute façon, c'est une communication qui est brouillée. Ouais, Voilà, c'est ouais. ça. Eh ben. Alors, la thyroïde, quel est son rôle et où est-ce qu'elle se trouve exactement? Alors la thyroïde, elle se trouve à la base du cou. On la symbolise souvent sous la forme d'un papillon, Ouais. en fait, hein, parce qu'elle est faite par deux lobes, voilà, qui ont potentiellement cette forme. Normalement, quand tout va bien, on la sent pas. Hein, tu vois, elle est là, on la sent pas du tout. Quand tu commences à te poser des questions et que tu sens un petit renflement à la base du cou, bon bah là, en général, ça peut être bien d'aller se faire palper la thyroïde chez un médecin parce qu'il peut y avoir des petites grosseurs. Et donc là, ça peut être signe effectivement d'un dysfonctionnement. Mm. Donc en temps normal, on ne la sent pas. Alors à quoi elle sert en fait, si tu veux? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une sorte de tour de contrôle, de quartier général. Mm. En fait, elle régule quasiment toutes les fonctions de l'organisme. Donc je vais donner des exemples parce que je pense que ce sera plus clair. Ouais. C'est plein de fonctions qui nous permettent de rester en état normal d'activité. Par exemple, on va parler de la frilosité. Voilà. Les gens qui ont souvent froid ou qui sont frileux, c'est parce qu'en fait, ils peuvent avoir une thyroïde qui est un petit peu en hypofonctionnement, qui ne fonctionne Merde. pas très très bien. Ah, Ceci est mon cas. voilà. Et là, on en revient au lien avec les mitochondries dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il y ait une bonne production d'hormones thyroïdiennes pour qu'il y ait une bonne production d'énergie dans les mitochondries. Et cette bonne production d'énergie, c'est ce qu'on va appeler le métabolisme basal de l'organisme, c'est-à-dire la manière dont, de base, les fonctions de gestion, de fabrication de l'énergie dans l'organisme se passent à un niveau optimal. Donc en général, quand on n'a pas assez de sollicitation comme ça, de fabrication d'énergie dans les mitochondries, on va avoir un métabolisme basal qui va être abaissé et donc on va avoir moins d'énergie produite et moins de chaleur qui va être produite à travers cette énergie. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres raisons d'avoir le corps froid? Le fait d'avoir un petit corps tout fin, j'imagine il que peut y ça joue. avoir d'autres raisons. On peut avoir un équilibre acido-basique qui n'est pas forcément optimal. pas mieux, On peut avoir, voilà. Non, il y a d'autres raisons. Bah, alors déjà, on est tous différents. Donc, Bien si sûr, tu bien as sûr. des gens qui vont avoir un tempérament où ils vont avoir forcément plus de tempérament à ressentir de la chaleur Puis les ou femmes, à ressentir par de la rapport aux hommes. fraîcheur, etc. Oui, Il y a quand même voilà. beaucoup d'hommes qui ont Oui. beaucoup plus chaud que des femmes. Généralement, tu sais, au Ouais, lit, tout à fait, tu il y a une colles tes différence. petits pieds. Mais ce qui est intéressant, c'est si ça change chez une personne. Tu vois, elle n'était pas frileuse, elle devient frileuse, donc là, elle peut se poser Bien des sûr. questions. Ou si elle se trouve anormalement frileuse et qu'en plus, elle est quand même un peu tout le temps fatiguée, qu'éventuellement, elle a un transit un petit peu lent. Enfin, tu vois, voilà, il va y avoir un faisceau de présomptions qui font qu'on va aller peut-être investiguer quand même la thyroïde. Et derrière, on va aussi se poser des questions sur comment fonctionnent ces mitochondries. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était un des exemples en fait de à quoi sert la thyroïde. Elle sert comme ça à donner l'information de métabolisme basal à l'organisme. Et par rapport à ce métabolisme basal, bah, notamment, elle va aussi permettre le bon fonctionnement de ce qu'on va appeler le métabolisme, c'est-à-dire la façon dont l'organisme utilise les lipides, donc les graisses,
et les sucres, qu'on va appeler aussi glucides ou carbohydrates. Là, ça va intéresser beaucoup de gens, surtout les femmes. Exactement, voilà. Donc ça, en fait, c'est le rôle des hormones thyroïdiennes sur leur combustion. Comment sont brûlés les sucres, comment sont brûlées les graisses. Et donc là, on voit tout de suite que, par exemple, quelqu'un chez qui ça se passerait pareil de façon un peu trop lente, donc qui serait peut-être un peu en hypothyroïdie, il y aura de la prise de poids. Et puis dans les marqueurs sanguins, il y aura peut-être un peu de cholestérol ou des triglycérides, tu vois, un petit peu plus élevés, etc. Parce que peut-être que, en fait, le problème, c'est peut-être ce que la personne mange, peut-être le fait qu'elle ne fait pas suffisamment d'activité physique pour finalement brûler son carburant, mais aussi comment son organisme brûle tout ça. Donc, est-ce que les hormones thyroïdiennes, à ce moment-là, sont suffisantes pour que le métabolisme de ces lipides et de ces glucides soit à la bonne hauteur? Donc, voilà. Donc ça, c'est un autre exemple, en fait, de l'action des hormones thyroïdiennes. Elle joue sur la fertilité, puisqu'elle est garante aussi de réguler les cycles. Donc, voilà. Donc, dès qu'il y a des cycles un petit peu irréguliers, avec donc une ovulation qui peut être pas très régulière non plus, et donc peut-être des problèmes de fertilité à la clé, on va regarder le travail de la thyroïde. Après, il y a aussi son action sur tout ce qui va être le développement cérébral et le développement surtout des synapses du système nerveux, c'est-à-dire les connexions entre les neurones, et ça pendant la grossesse, donc sur le fœtus. Donc très important à ce moment-là, surtout que pendant le premier trimestre de la grossesse, le bébé n'a que les hormones thyroïdiennes de sa maman. Il ne fabrique les siennes qu'à partir du 2e trimestre. D'accord. Voilà. Donc là, il y a un rôle aussi de la thyroïde là-dessus. Elle joue aussi un rôle sur la croissance. Elle a un lien avec les hormones de croissance, donc pour la croissance tout au long de la vie. Elle a un rôle sur le cœur, sur le maintien d'un rythme cardiaque normal, puisqu'elle joue sur la force de contraction du cœur. Et puis elle a un rôle sur le digestif, donc ça aussi c'est souvent un signe d'appel. Des hormones thyroïdiennes qui fonctionnent bien, ça fait qu'on va avoir une bonne fabrication des sucs digestifs dans notre organisme, et donc par exemple un transit qui sera régulier. Voilà, donc les signes d'appel, ça va être un dérèglement du transit dans un sens ou dans l'autre, constipation ou à l'inverse diarrhée, surtout sur quelqu'un qui n'avait pas ça auparavant, ça peut être un signe d'appel d'une thyroïde à regarder de plus près. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est des exemples en fait, si tu veux, de son rôle. On l'appelle pas un papillon pour rien, quoi. C'est hyper précieux. C'est là où tu te rends compte de l'importance de cette petite glande, c'est vraiment primordial. Voilà, c'est ça, c'est primordial, c'est-à-dire que souvent, ce qu'on va dire, c'est que si elle fonctionne moins bien, ça va pas mettre ta vie en danger, mais ta qualité de vie, elle va vraiment, vraiment déguster, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est clair. T'es fatigué, tu prends du cul. Mince alors. Oui, ou à l'inverse, pour ceux qui ont une Oui, c'est thyroïde vrai. qui s'accélère, c'est pas plus confortable, Non, parce bien que c'est sûr. des gens qui sont hyper stressés, qui ne dorment plus, qui peuvent perdre énormément de poids en très peu de temps, qui ont un transit, voilà, il y a des gens, ils osent plus sortir de chez eux parce qu'ils savent pas quand est-ce qu'ils vont y aller. Enfin, tu vois, Alors. ils sont très fatigués aussi. Bien sûr, Ouais. ouais. Quand tu as arrêté la pilule, parce que la pilule doit jouer, forcément, elle joue sur la thyroïde, donc ça doit être très compliqué. Quand tu arrêtes la pilule, ça m'étonne même pas que les femmes, elles mettent du temps à Oui, avoir c'est normal, puisqu'il y a eu... alors, on est tous extrêmement différents là-dessus, Ouais. parce qu'il y a des femmes qui vont retrouver leur cycle au bout d'un mois, et puis d'autres, ça peut prendre 6 mois, Moi, voire ça a mis un an. 9 mois, ouais. Voilà. Ouais. C'est pour ça que je pense à ça, parce que je me dis, oui, ça m'étonne pas que ça foute le bordel et qu'il faille beaucoup de temps pour que ça se remette en place, quoi. Oui, alors ça va pas forcément être que le rôle de la thyroïde, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a pris une pilule, ça veut dire qu'on a pris des hormones de synthèse. Donc ça a pu jouer aussi, si tu veux, sur les capacités de détoxification du foie, puisque c'est ce qu'on appelle un xénobiotique, c'est une molécule étrangère qui vient et le foie, dans son action, doit les désactiver pour que le corps puisse les éliminer. Donc il faut aussi que lui se remette un petit peu au goût du jour par rapport aux informations. Et puis il faut que les hormones que notre corps fabrique, à ce moment-là, effectivement, les messages soient les bons. Voilà, que les messages soient les bons et qu'ils soient bien reçus par les cellules. Donc, c'est ce que tu as raison de dire. Et ça, c'est bien parce que souvent, moi, j'ai des femmes qui sont très inquiètes de ne pas avoir des retours de cycle normaux, Ouais. alors qu'elles ont arrêté la pilule au bout de 3 mois. Et je leur dis, vous inquiétez pas. Enfin, voilà, c'est pas de panique. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an. Et souvent, c'est ce qui se passe. Il faut juste aider un tout petit peu l'organisme et ça se passe... en grande majorité, les règles reviennent, les cycles reviennent normalement, les règles aussi, etc. Ouais. D'accord. Donc la thyroïde, elle fabrique des hormones. Comment les hormones sont-elles fabriquées et de quoi la thyroïde a besoin pour ça? Parce qu'elle ne travaille pas toute seule.
Ah bah pas du tout. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que alors là, on va rentrer dans un petit mécanisme. Écoutez Mais bien. qui est intéressant, bah oui, parce qu'après, du coup, quand on parlera des marqueurs sanguins pour repérer ce qui marche ou ce qui marche pas, ça fera du sens en fait sur pourquoi on donne tel ou tel conseil. Voilà. Donc en fait, sur la manière dont c'est fabriqué, il y a une partie qui va se fabriquer au niveau de la thyroïde. Et puis une partie qui va se fabriquer dans d'autres organes du corps. Donc on va déjà partir de ce qui se fabrique dans la thyroïde. Donc la thyroïde, à l'intérieur de la thyroïde, il faut imaginer qu'on a des petites cellules qui s'appellent des follicules thyroïdiens. C'est dans ces petites cellules, on n'a qu'à visualiser une perle, voilà, comme une perle. C'est dans ces petites cellules, donc dans ces perles, que vont se fabriquer les hormones thyroïdiennes. Donc c'est dans ces petites cellules, en fait, ces petites cellules, elles sont toutes les unes à côté des autres. Entre elles, il y a les vaisseaux sanguins qui circulent. Et c'est par ces vaisseaux sanguins qu'on va avoir les apports de matières premières. Certaines matières premières nous viennent de l'alimentation et d'autres sont en partie fabriquées par notre organisme. Donc déjà, on va parler des 2 matières premières essentielles pour les fabriquer qui sont l'iode et la tyrosine. Voilà. Donc la tyrosine, en fait, c'est issu des protéines. C'est un acide aminé, c'est-à-dire c'est un des composants des protéines. Donc ça veut dire que normalement, quand on mange régulièrement des protéines, animales surtout et végétales aussi, on en a dans notre alimentation. Et puis la tyrosine, on va dire aussi que c'est quelque chose d'endogène, c'est-à-dire que fabrique notre organisme à partir d'un autre acide aminé qui s'appelle la phénylalanine. Il va le convertir en tyrosine si on a suffisamment de fer. Donc, voilà, ça c'est un cofacteur fer dont on parlera plus tard parce qu'il intervient à plusieurs reprises. C'est pas une matière première. Matière première, tyrosine. Cette tyrosine, elle va servir à quoi ? Elle va rentrer dans elle va arriver par la circulation sanguine. Elle va rentrer dans ces fameuses cellules, perles. Et là, elle va former en fait comme une espèce de gel qu'on va appeler la thyroglobuline. C'est-à-dire que la thyroglobuline, ça va être vraiment le substrat de constitution qu'il y a à l'intérieur de ces follicules, de ces cellules thyroïdiennes. Et il faut comprendre que, par exemple, une molécule de thyroglobuline, c'est fait à partir de 134 molécules de tyrosine. D'accord ? Donc voilà. Donc la thyroglobuline, c'est important parce qu'on verra que dans certaines pathologies comme Hashimoto, on cherche des anticorps anti-thyroglobuline. Donc la tyrosine nous donne de la thyroglobuline. Cette thyroglobuline, elle est là, à l'intérieur des cellules thyroïdiennes. Deuxième élément, l'iode. L'iode, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on trouve dans l'alimentation, principalement tout ce qui vient de la mer, on verra ça plus tard. Elle arrive par le sang et elle va rentrer dans cette cellule thyroïdienne. Mais pour rentrer dans cette cellule thyroïdienne, on va dire qu'il faut comme s'il y avait une porte. Il faut pouvoir ouvrir la porte. Et donc, il y a une action qui demande de l'énergie. Donc là, il va nous falloir une molécule d'ATP. Cette fameuse ATP, c'est vraiment la monnaie, voilà, exactement, de l'énergie fabriquée par les mitochondries. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si on a des mitochondries un peu faibles, l'iode va moins bien rentrer dans les cellules thyroïdiennes. Donc, cette iode, elle rentre. Donc, on a les 2 matières premières. Tyrosine, thyroglobuline, donc, et l'iode. Après, il faut qu'elles se lient entre elles. Tu vois, c'est des petits mécanismes chimiques comme ça. Mais c'est passionnant. C'est ce qui se passe dans chaque être humain. C'est exactement. Parfait, il faut qu'elles se lient entre elles. Et là, pour faire simple, on va dire qu'elles ont besoin d'un médiateur et que ce médiateur s'appelle la thyroperoxydase ou TPO. Voilà, thyroperoxydase, TPO. Ce mécanisme de liaison va générer une fabrication de libération d'énergie qui va fabriquer ce qu'on appelle des radicaux libres. Donc, il faut aussi qu'on ait de façon efficace dans notre organisme notre système de défense anti-radicaux libres qui s'appelle là pour le coup GPX ou glutathion peroxydase qui demande du sélénium pour bien fonctionner. Donc, comme le fer, on le range dans la catégorie cofacteur. Ce n'est pas une matière première. Pour le moment, on est toujours sur notre iode, notre tyrosine. La TPO ou thyroperoxydase a fait son boulot. Hop, les 2 se sont joints ensemble et vont permettre de fabriquer 2 hormones. La T4, qui est la thyroxine en fait, qui a 4 atomes d'iode. Donc là, les cellules thyroïdiennes vont fabriquer 80% de T4 et elles vont fabriquer 20% de T3, qui est donc une hormone thyroïdienne qui a 3 molécules d'iode. Voilà, moi je voulais savoir ce qu'était la différence entre la T4 et la T3. C'est le nombre de molécules d'iode. La T4, elle a 4 molécules d'iode. La T3, elle a 3 molécules d'iode.
Après, ces 2 hormones, elles vont ressortir dans la circulation sanguine Ouais. et on va dire aidées par un taxi, un transporteur. Elles vont ensuite se diffuser dans le sang et elles vont aller dans toutes les cellules de l'organisme. Toutes les prennent un petit cellules de tubeur. l'organisme, exactement, ont des récepteurs aux hormones thyroïdiennes. Ça, on verra ça plus tard. Ce qui est important de comprendre là, à ce stade-là, c'est que là, on était vraiment dans la thyroïde. D'accord ? Donc, on a fabriqué T4 à 80%, T3 à 20%. Hop, c'est reparti dans le sang. Mais il se trouve que dans notre organisme, c'est la T3 qui est l'hormone la plus active. Et l'hormone la plus active, donc la T3, le reste de sa fabrication va se faire en dehors de la thyroïde, dans des organes comme le foie ou comme les reins, par un processus, donc par une enzyme en fait qui va permettre d'enlever un atome d'iode de la T4 pour la transformer en T3. Ah, ils sont malins. Voilà. Bon, cette enzyme, on va l'appeler déiodinase. Je déiode, j'enlève un atome d'iode. Ouais. Évidemment, cette enzyme, elle bosse pas toute seule. Elle a besoin de cofacteurs. Donc, on va retrouver notre petit sélénium qu'on avait déjà vu tout à l'heure pour permettre de lutter contre la fabrication de radicaux libres qui est inhérent au processus de fabrication des hormones thyroïdiennes. Et là, on a aussi besoin de zinc. D'accord ? Voilà. Donc, c'est un sacré boulot. Donc, la thyroïde, elle a fabriqué T4, T3. Ils sont partis dans la circulation sanguine et il va y avoir un processus de fabrication, donc à distance de la thyroïde, dans le foie ou dans les reins, de transformation de la T4 en T3. Mais c'est la T3, ça c'est important à retenir, c'est vraiment la T3 qui est l'hormone active dans notre organisme. La T4, on va appeler ça plutôt parfois une pro-hormone ou comme si c'était une réserve, tu vois. La T4, elle a une durée de vie plus longue que la T3. C'est comme si c'était une réserve pour que notre corps puisse transformer la T4 en T3 et que ce soit la T3 qui fasse le boulot. Mais parce que la T4 et le T3, elles n'ont pas le même rôle ? C'est la T3 en fait qui fait le boulot des hormones thyroïdiennes. Donc la T4, c'est vraiment là pour être une réserve. C'est ça. Pour être transformée en T3. Elle va être transformée en T3. Voilà. D'accord. Exactement. Okay. On peut le visualiser effectivement comme ça. Et alors, comme elle est aussi importante, c'est quoi les facteurs qui font baisser la T3 ? Alors, les facteurs qui font baisser la synthèse de T3, déjà, facteur numéro 1, si tu ne produis pas assez de T4, puisque de base, tu ne peux pas la transformer. Ça, jusque-là, c'était facile. You're fired. Si tu n'as pas assez de sélénium et de zinc pour nourrir et permettre le fonctionnement des enzymes de conversion de T4 en T3. Faut manger les noix du Brésil, mais pas trop, parce que c'est toxique. Trop, voilà, c'est ça. Après, évidemment, on va avoir nos petits empêcheurs de tourner en rond, ce qu'on va appeler les inhibiteurs. Donc, bonjour, merci, nos amis les perturbateurs endocriniens et les métaux lourds. C'est un petit clin d'œil à l'épisode d'avant. C'est ça. Alors là, c'est très simple, en fait. C'est parce que ils vont prendre la place de l'iode ou du sélénium. Donc, ils vont empêcher, en fait, par exemple, que la thyroïde capte bien l'iode. Donc ça, c'est vrai pour le plomb, c'est vrai pour le mercure, c'est vrai pour le brome qu'il y a dans les retardateurs de flamme, et c'est vrai pour le cadmium. Et je me permets d'insister sur les personnes qui me disent « Ah ouais, mais il y a du cadmium dans les lentilles. » Oui, mais est-ce que vous fumez ? Oui, vous fumez. Ah voilà, il y a beaucoup de cadmium dans les cigarettes. Dans les lentilles, ouais, on en trouve. Il y en a dans le cadmium, en fait, il y en a dans les, dans les pesticides organophosphorés. Donc voilà, donc il n'y en a pas dans ce qui est bio, on est bien d'accord, mais dans ce qui n'est pas bio, oui, il peut y en avoir dans les légumes un peu racinaires ou dans les légumineuses. Donc là, il y a des métaux lourds, donc qui sont des inhibiteurs en fait qui vont faire baisser la synthèse de la T3. Et puis après, il y a d'autres petits facteurs très sympathiques qui vont être, par exemple, le fait d'avoir du stress. Quelqu'un qui a beaucoup de stress. Je ne vois pas de quoi tu parles. Voilà, la vie quotidienne, merci. Ça va induire une élévation du cortisol qui va bloquer en fait la bonne synthèse de la T3 parce que, on va dire que le stress, si on a beaucoup d'infections, si on a certains médicaments comme des bêta-bloquants, ce sont des facteurs qui vont induire la synthèse de la T3 reverse et non pas de la T3 active. Alors oui, la T3 inversée, c'est ça en français ou je sais reverse. pas comment on l'appelle reverse RT3. Alors c'est quoi ça ? Elle, en fait, c'est quand même un truc que le corps fabrique à bon escient. C'est toujours pareil, hein, le corps, il ne fait pas n'importe quoi. Elle évite, si tu veux, que tu bascules en hyperthyroïdie. Donc, en fait, quand tu transformes la T4 en T3, tu as toujours une proportion qui va être transformée en RT3. Le but, en fait, c'est qu'on n'ait pas trop d'hormones actives. Donc, c'est pour ne pas basculer en hyperthyroïdie. C'est une autre réserve ?
Oui, c'est ça. C'est pas une autre réserve puisque la T3, à partir du moment où elle est reverse, le corps l'éliminera après, mais elle va pas se transformer en autre chose. Voilà. En revanche, si tu en as trop, elle va bloquer finalement la réception par rapport au message de la T3 active. Donc, on aura moins de T3 active. Voilà. Et cette T3 reverse, elle peut être augmentée si on a trop de stress, si on a des infections à répétition ou ce que j'ai dit, les inhibiteurs métaux lourds et perturbateurs endocriniens ou des médicaments comme des bêta-bloquants, etc. Ouais. Donc, de fait, ça, si tu veux, pour répondre à ta question initiale, ça diminue la synthèse de la T3 active. D'accord. Voilà. Ouais. Voilà, là, je pense qu'on a fait le tour quand même pour dire ce qui ne fonctionne pas au niveau de la T3. Déjà, on sait un peu mieux comment ça fonctionne. Alors, on va du coup parler un petit peu des divers troubles de la thyroïde. Alors, j'ai envie que l'on comprenne un peu mieux tous ces problèmes et qu'on en fasse un peu le tour. Quelles sont les diverses maladies de l'hypothyroïdie pour commencer et leurs symptômes? Parce qu'il y en a plein. Oui, tout à fait. Alors, l'hypothyroïdie, d'une façon vraiment générique, il faut entendre ralentissement. Voilà, quand on est en hypothyroïdie, c'est qu'on a tout qui ralentit dans l'organisme. Donc après, à partir de là, tu vas voir les symptômes les plus fréquents qui vont être retrouvés dans la majorité des cas. Ça va être quand même une grande fatigue, ça va être la chute des cheveux, la frilosité, on en revient à la frilosité, la prise de poids, la dépression matinale, le côté vraiment beaucoup de mal à démarrer le matin et puis ce côté dans le gaz, petit moral, plus que ça vraiment petit la moral déprime, ouais. Et là justement et le cerveau un peu au ralenti, tu vois, du mal à démarrer. Et ce qui est intéressant là de voir, c'est s'il y a eu une modification de personnalité, c'est-à-dire quelqu'un qui était jovial et qui passe à je suis déprimé, j'ai envie de rien, j'y arrive pas, et qu'à côté de ça il prend un peu de poids, il a un transit aussi qui évolue vers la constipation, voilà. Ça, quand il y a un changement, c'est intéressant de le noter. Exactement, et c'est bien ce que tu dis parce que les autres signes et les autres symptômes sont assez classiques, d'autres symptômes aussi, d'autres problèmes. Oui, donc tout à c'est fait. bien. Ouais, tout à fait. Après, tu as la constipation, donc ça c'est important aussi, les troubles digestifs. Tu peux avoir, donc ça c'est vraiment les signes les plus fréquents. Ouais. Après, tu as d'autres signes, quelqu'un qui va avoir des problèmes de fourmillement ou d'engourdissement. Puisque ça jouera du coup sur une moins bonne vasodilatation au niveau de la circulation sanguine. Tu peux avoir le côté bouffi, quelqu'un qui se trouve d'un seul coup, mais vraiment bouffi, parce que du coup, on va avoir une fonction un petit peu réduite au niveau des reins, donc une rétention d'eau, une rétention des fluides, donc des œdèmes. Et notamment, un des symptômes, ça je le précise, parce que souvent on n'y pense pas, c'est le syndrome du canal carpien. Tu as des gens qui ont le syndrome du canal carpien, alors des fois ils ont vraiment quelque chose qui dysfonctionne. En fait, des fois c'est un œdème de la gaine, tu vois, qui est lié en fait à une hypothyroïdie. Donc c'est des problèmes au niveau de l'articulation de la main en fait, oui, c'est pour ça, ceux qui savent exactement. pas. Et ça, tu vois, c'est pas mal et c'est intéressant que tu cites tous ces symptômes parce que par exemple, moi quand tu me parles de fourmillement et tout, je pense tout de suite à la sclérose en plaques. donc des fois, il faut pas partir dans le délire. Hypocondriaque peut-être. Non mais c'est vrai que ça me fait penser à ça et c'est important que tu le dises parce que des fois on s'en fait tout un scénario, mais ça peut être des choses qui peuvent être plus anodines entre guillemets. Oui, peut-être plus facile à rectifier. Voilà. En tous les cas, c'est sûr. Ça c'est sûr. Ouais. Voilà. Donc ça va vraiment être les symptômes les plus fréquents. Après, on peut peut-être parler de périodes plus à risque. Le trouble thyroïdien est plus féminin que masculin. Et les périodes les plus à risque, ça va être quand même autour du postpartum, donc après l'accouchement. Et pourquoi, à ton avis? Parce qu'il y a eu un chamboulement hormonal et que ça essaye de revenir à la normale, mais qu'en plus le bébé a puisé dans les réserves? Alors, c'est pas le bébé, c'est... Oui, enfin, le bébé... la construction bébé, c'est parce qu'en baby. fait, on est certainement parti, la personne est tombée enceinte, elle avait déjà probablement une thyroïde un petit peu faible. Ouais. Et donc, comme sa thyroïde est très sollicitée, la thyroïde est très sollicitée pendant la grossesse. Premier trimestre de la grossesse, c'est alimenté que par la maman, les hormones thyroïdiennes du fœtus, et elle a un rôle sur tout. Donc la croissance, sur les développements cérébraux, les synapses du système nerveux, etc. Donc elle a un rôle central en fait pendant la grossesse. Donc du coup effectivement, postpartum, ça peut être une période délicate. Ménopause pourquoi? Parce que notamment les œstrogènes vont avoir tendance à booster la fabrication des hormones thyroïdiennes. Donc comme elles diminuent à la période de la ménopause, il peut y avoir un petit fléchissement de la thyroïde à ce moment-là. Et puis les chocs émotionnels. Voilà. Un grand choc émotionnel peut déréguler complètement une thyroïde de façon transitoire. Voilà. C'est important. Donc, ça c'est assez important. Donc ça va être les périodes les plus à risque. Les symptômes les plus fréquents, on les a vus. Après, on peut parler de comment ça se traduit en biologie.
en biologie sanguine, on va faire la différence entre une hypothyroïdie, donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les hypothyroïdies, une hypothyroïdie franche ou une hypothyroïdie fruste. Moi, je disais un peu sournoise. Alors, c'est quoi ça, parce que ça concerne plus de personnes. C'est des différences, en fait, de biologie sanguine. C'est-à-dire que dans ce que je n'ai pas expliqué tout à l'heure dans la fabrication des hormones thyroïdiennes, on a détaillé le processus dans la cellule de la thyroïde, mais ce que je n'ai pas dit, c'est que pour donner l'ordre de fabriquer les hormones thyroïdiennes, tout ça, ça se passe dans les glandes hypophyse, hypothalamus, à la base du cerveau, qui envoient des informations, dont une des informations, on va appeler ça la TSH. Donc, dans la biologie sanguine, en fait, on va regarder la TSH. La TSH, en général, dans les normes santé, donc ça, c'est les normes médicales classiques, il faut qu'elles soient entre 0,5 et 4,5. Nous, dans les normes qu'on regarde en approche naturopathe, micronutrition, médecine nutritionnelle et fonctionnelle, on va regarder est-ce qu'elles sont entre 0,5 et 2, 2,5. D'accord. Voilà. Mais une hypothyroïdie franche, c'est si cette TSH, elle est au-delà de 4,5, si elle est à 5, 6 ou même à 17, 18. Voilà, là, c'est vraiment une hypothyroïdie franche, c'est-à-dire quand même importante. Et une hypothyroïdie fruste, c'est justement, tu vas avoir cette TSH plutôt entre 2 et 4, et tu vas avoir une T4 normale, mais une T3 qui sera basse. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment les choses qu'on va regarder dans la biologie sanguine. La TSH, donc qui est en gros le donneur d'ordre des hormones thyroïdiennes, et puis la T4 et la T3 dont on a parlé tout à l'heure. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent de cette hypothyroïdie frustre. Ben oui, parce que une des problématiques, si tu veux, c'est que la T4 et la T3 sont rarement testées. C'est-à-dire que si quelqu'un va voir un médecin et qu'il est fatigué, etc., le médecin va parfois faire la TSH, parfois la T4, parce que c'est les normes santé remboursées par la Sécu, parce que c'est les normes santé mises en place pour la Haute Autorité de Santé, tout simplement parce que ça va répondre à 80% du questionnement des gens. Mais la T3 n'est pas toujours faite. Donc, c'est difficile de voir. Donc, quelqu'un qui va avoir une TSH autour de 4 et une T4 normale, on va lui dire, allez, hop, 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 une petite tape sur les fesses, tout va bien, madame, tout se passe bien pour vous, voilà. Et pour autant, cette personne va être pas bien. Voilà. Ouais. Donc, c'est vraiment en allant faire des recherches complémentaires qu'on va se rendre compte de ça. Donc, ça, c'est pour les hypothyroïdies, on va dire, générales. Et puis, tu as la fameuse maladie d'Hashimoto. Oui, qui est de plus en plus connue, mais pareil, on ne sait pas exactement ce que c'est. En fait, c'est une hypothyroïdie, mais d'origine auto-immune. C'est-à-dire que c'est ton corps, en fait, qui, progressivement, ne reconnaît plus certaines choses que tu fabriques et a installé cette maladie auto-immune. Donc, elle, au début, elle ne va pas forcément... Tu peux avoir une hypothyroïdie d'Hashimoto et avoir des marqueurs normaux de TSH, de T4 et de T3. En revanche, elle va diagnostiquer autrement par des marqueurs d'anticorps. Les fameux anticorps dont je parlais tout à l'heure, anticorps TPO, donc thyroperoxydase, donc qui sert à faire la liaison entre la thyroglobuline et l'iode, et anticorps thyroglobuline, anticorps anti-TG. Voilà. Donc tu peux avoir des marqueurs thyroïdiens, des marqueurs d'anticorps qui sont très élevés, c'est-à-dire qui sont anormaux, et pour autant une personne qui a encore une thyroïde fonctionnelle. Donc là, ça va être extrêmement intéressant de prendre en charge cette personne pour éviter que sa thyroïde ne soit plus fonctionnelle à terme. Voilà, donc ça, c'est ça. Alors, comment ça s'installe ? En fait, si tu veux, c'est toujours un peu mystérieux de comment s'installe une maladie auto-immune. D'abord, il y a évidemment des différences de terrain d'une personne à l'autre, il y a des différences de capital génétique, on a tous ce qu'on appelle des polymorphismes génétiques différents. Voilà. Est-ce qu'à un moment dans cette vie, il y a eu un choc émotionnel ? Est-ce que dans la vie de cette personne, il y a eu des carences nutritionnelles ? Et donc, progressivement, par exemple, les molécules de thyroglobuline n'étaient plus nourries, et donc, au lieu d'avoir une mort des cellules, comme l'organisme peut le faire par ce qu'on appelle l'apoptose, il y a eu une explosion des cellules. Donc, les cellules ont explosé, ça a fait énormément de thyroglobuline qui a été délivrée dans la circulation sanguine. Le système immunitaire a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et à ce moment-là, il peut les reconnaître comme un ennemi et fabriquer des anticorps. Voilà. Et donc ça peut être un des vecteurs d'installation d'une maladie auto-immune qu'on va donc appeler Hashimoto. Voilà. Après, tu as des gens qui ont la maladie d'Hashimoto, donc ils vont avoir les anticorps avec des valeurs anormales, mais aussi évidemment une thyroïde dysfonctionnelle. Donc des marqueurs anormaux au niveau de la TSH, de la T4 et de la T3, et puis surtout une qualité de vie pas du tout optimale. Pourquoi Hashimoto ?
Ah bah c'est le nom du monsieur Qui l'a qui l'a découvert. découvert, toujours. Ouais, c'est Ah. souvent ça, hein, tu sais. Je me demandais, ça fait très Ouais, ville ouais. en fait, Hashimoto. Je me suis dit, Ah est-ce ouais, qu'ils là, non, ils ont non, tous eu ça un c'est problème le là-bas nom, ou... c'est le nom du découvreur. D'accord, ok, ouais. Et il me semble que pour la thyroïdite de postpartum, on peut savoir en début de grossesse si on va l'avoir en faisant un test. Je pense que c'est hyper important non, de faire des tests aussi avant la grossesse. Bon, on va en parler, mais Ah bah ça c'est primordial. Et je pense qu'il y a tellement peu de personnes qui le font. ben oui, parce que pour le moment, c'est pas encore pris en compte, etc. Alors là, si tu veux, dans toutes les bagarres des scientifiques qui quand même documentent ça de plus en plus, il y en a qui militent pour que le taux d'iode soit vérifié avant la grossesse et que et que les femmes enceintes soient systématiquement supplémentées T'en en penses iode. quoi, toi? Voilà. Ben moi, je pense que ce serait top, mais qu'il faut quand même, il faudrait adjoindre le sélénium. Je vais t'expliquer pourquoi en fait. Parce que si tu as quelqu'un qui est carencé en iode, tu vas lui donner de l'iode. Donc si tu lui donnes de l'iode, ça veut dire que cette personne va fabriquer plus d'hormones thyroïdiennes. On a vu dans le processus de fabrication des hormones thyroïdiennes qu'à un moment, le processus va naturellement générer des radicaux libres. Et donc, faut être sûr que les défenses anti-radicaux libres de l'organisme de cette personne soient opérationnelles. Donc, il faut du sélénium. C'est-à-dire que, parce qu'il est cofacteur de cette fameuse GPX, glutathion peroxydase, qui est ce système de défense antioxydante qui va à ce moment-là avoir une action contre les radicaux libres. Donc voilà, donc la carence en iode, elle est hyper importante. Pourquoi ? Parce que avoir un bon statut en iode, c'est être sûr que sa thyroïde fonctionne bien. Donc c'est être sûr que dès que tu vas être enceinte, les besoins thyroïdiens du bébé seront satisfaits à leur juste valeur et pas au détriment de la maman. Et donc, elle ne risquera pas une hypothyroïdie postpartum. Et deuxièmement, les scientifiques ont montré qu'un bon statut en iode protège la thyroïde des effets des perturbateurs endocriniens. Ouais. Donc, tu évites aussi, de cette manière-là, que ta thyroïde soit moins efficace. Mais alors, par Tu contre, vois, si tu prends que de l'iode, c'est pas forcément très bien si t'as pas une je complémentation en pense qu'il sélénium. faudrait vérifier le sélénium parce qu'on s'est rendu compte aussi, si tu veux, que les niveaux de sélénium sont souvent très bas. Parce que d'abord, on n'en a pas beaucoup dans les aliments qu'on mange, à part ces fameuses noix du Brésil, mais franchement, 3 par jour, c'est un maximum, parce que c'est quand même aussi gras, il faut bien les digérer. Et Enfin, puis, tu vois, c'est toxique. Moi, j'ai fait une intolérance à force d'en manger 2-3 par jour. voilà, c'est ça. Tout le monde ne les supporte pas, aussi parce que c'est gras et que tout le monde ne va pas forcément arriver à digérer ça. Parce que aussi, souvent, franchement, quand tu les achètes, des fois, elles sont déjà rancies, en fait, tu vois, parce qu'elles viennent de loin, etc. Bah ouais, Donc, voilà, c'est pas l'idéal. Mais bon, en attendant, c'est ça. Et puis, parce que, toujours pareil, ces fameux métaux lourds qui entravent le bon fonctionnement de la thyroïde, parce qu'ils prennent la place des autres métaux, ils prennent la place de l'iode, mais ils prennent aussi la place du sélénium. Donc, ils prennent la place du sélénium dans son fonctionnement de défense antioxydante au moment de la fabrication des hormones thyroïdiennes. Et ils prennent la place du sélénium dans son rôle de conversion de la T4 en T3. Donc, allez hop, double punition, je fabrique moins bien mes hormones thyroïdiennes. Donc, tu vois, c'est pour ça que je trouve que ce serait déjà génial qu'on puisse vérifier l'iode et que ce soit pris en charge, parce que pour le moment, c'est quelque chose qui n'est pas remboursé. Mais si on pouvait faire un petit tandem iode-sélénium, là, ce serait fiesta, champagne pour tout le monde, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, non, mais c'est vrai. Donc, du coup, si tu te complémentes en iode, mais que t'as pas de sélénium, tu fais le travail. Tu sais pas entier, en fait, quoi. on sait pas, autant vérifier tout, tu vois, plutôt que de le faire un peu. Bon, mais voilà, ça c'est mon côté micronutrition, ça demande des ajustements précis en fait. Ouais. Je sais pas comment te dire, quand tu vas faire réparer ta voiture, tu veux que le mécanicien il répare exactement ce qu'il y a à réparer et que ta voiture elle marche derrière. Ouais. C'est pareil, on le fait pas, tu me mets pas un bandeau sur les yeux, je vais dire au jugé, vous manquez peut-être de ça et ça. Non, voilà, on fait des checks, on vérifie et puis après on compense et puis on contrôle derrière. C'est tout, c'est juste du bon sens en fait. Ouais. Alors parlons maintenant de l'hyperthyroïdie. L'hyperthyroïdie, absolument. Alors l'hyperthyroïdie, à l'inverse, c'est quand tout s'accélère. Ouais. D'accord ? Donc vraiment tout s'accélère. C'est un petit peu moins connu, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression qu'on entend plus des cas d'hypothyroïdie que d'hyperthyroïdie. Pourtant, c'est pas moins important. Oui, parce qu'il y en a moins, probablement, parce qu'il y en a moins. Et puis l'hyperthyroïdie, honnêtement, elle est plus complexe à prendre en charge de façon naturelle. Voilà. Les gens vont plus facilement basculer sur une ablation de la thyroïde ou une prise d'iode radioactive ou des médicaments. Voilà, c'est plus compliqué. Ouais. Donc tout s'accélère et les symptômes les plus fréquents, donc à ce moment-là qu'on va rencontrer,
ça va être vraiment une nervosité, mais vraiment une nervosité anormale. Si tu veux, la personne, elle est sur elle trépigne. Toi, tu le vois quand tu rencontres quelqu'un. Toujours pareil, hein, s'il y a un changement d'attitude chez la personne. Quelqu'un qui ne te laisse jamais finir ses phrases, qui coupe la parole en permanence. Parce qu'en fait, son cerveau, il fonctionne à 3000 à l'heure. Un peu comme quelqu'un qui a pris de la cocaïne, hein, quelque part. Je ne sais pas. Non, mais j'ai jamais testé non plus, mais tu vois, dans les films, ça fait un peu ça. C'est ça. Allez, on y va, Voilà. on y va, les Voilà. gars. Elle est à fond, elle est à bloc tout le temps, donc grande nervosité, elle coupe la parole sans arrêt, elle zappe, elle a beaucoup de mal à se concentrer, tu vois, elle zappe, elle passe d'un truc à l'autre, du coup elle a des insomnies, cette personne dort très mal, transpiration excessive également, hein, voilà, donc je rassure les gens, quand on transpire de façon excessive ou la nuit, c'est pas forcément parce qu'on a une hyperthyroïdie, il peut y avoir plein d'autres raisons, mais ça peut en faire partie dans les symptômes. Tachycardie, ça c'est un symptôme assez fréquent. Perte de poids rapide. Alors, perte de poids rapide, je précise, ça peut être de perdre 10 kilos en un mois sans avoir moins mangé. Donc, c'est impressionnant. Hein. Voilà, donc c'est vraiment un signe d'appel qui ne laisse pas indifférent. Et non, les filles, on n'a pas envie d'avoir une hyperthyroïdie pour perdre du poids. Voilà, c'est ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et transit, alors changer, mais dans l'autre sens, donc plutôt diarrhée. Voilà, ça va être ça les signes d'appel sur ce que c'est qu'une hyperthyroïdie. Ouais. Et alors, tu as aussi la maladie de base d'eau, c'est ça? Alors, la maladie de base d'eau, en fait, ça va être la maladie auto-immune comme Hashimoto côté hypothyroïdie. Mais là, du côté, c'est du côté hyperthyroïdie. Donc ça, c'est la maladie auto-immune. C'est quoi, en fait? On a une surstimulation de la thyroïde par une autre sécrétion d'anticorps. Donc là, ce n'est pas les anticorps anti-TPO ou anti-TG, c'est les anticorps anti-récepteurs de la TSH. Voilà, bon, c'est des noms un petit peu barbares, mais peu importe. Ça veut juste dire que dans ton organisme, en fait, ils vont mimer l'action de la TSH et du coup, ils vont trop la stimuler et il va y avoir trop de production d'hormones thyroïdiennes. Et donc, tu es en hyperthyroïdie. Donc, tu peux avoir cette maladie de base d'eau. Tu peux avoir une autre maladie qui, elle, normalement, est temporaire et qui est d'origine virale, qui s'appelle la thyroïdite de De Quervain. Ouais. Ça, c'est vraiment viral. C'est-à-dire que c'est viral, c'est une infection, en fait. Hein. C'est comme, ça peut être associé à un mal de gorge, etc. C'est fou, ça. Ouais, la thyroïdite de De Quervain, normalement, ça commence par une hyperthyroïdie. Ça peut se transformer ensuite en hypothyroïdie. Mais si c'est bien pris en charge et à temps, ça va se calmer au bout de quelques semaines ou de quelques mois et tu n'as pas besoin ensuite d'avoir une médication à vie. Tu vois trop de gens, si tu veux, qui ont eu une thyroïdite de De Quervain. Alors, on les a mis sous cortisone, enfin sous médication, etc. Ils sont tombés en hypothyroïdie et là, on les a mis sous lévothyrox. Et nous, des fois, ils arrivent en cabinet, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'ils sont sous lévothyrox. Du coup, ça veut dire qu'ils ont une thyroïde qui ne fait plus le boulot parce que le lévothyrox, le médicament, le fait à sa place. Et c'est difficile après d'arriver, enfin ça dépend des doses de lévothyrox qu'ils vont prendre, mais c'est difficile après de s'en sortir. Ouais. Alors que, voilà, pris en charge médicalement. Mais comment tu peux savoir du coup que c'est pas une hyperthyroïdie qui va rester dans le temps? Comment tu peux savoir que c'est cette thyroïdite-là? Ça, c'est un diagnostic que posent les médecins parce qu'il y a une infection qui est associée. D'accord, voilà. Okay. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, outre les maladies liées à l'hypo ou à l'hyper, il y a ce qu'on appelle des goitres, des nodules qui peuvent finir par développer des cancers. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, avant de parler de ça, je vais peut-être juste te dire dans les bilans sanguins, au niveau de la TSH. Vas-y. Parce que c'est juste en fait pour comparer par rapport à l'hypothyroïdie. Parce que c'est à l'inverse. En hypothyroïdie, en fait, c'est quand le chiffre de la TSH monte, qu'il dépasse 4, qu'on va avoir un diagnostic d'hypothyroïdie. Donc, tu vois, c'est pas logique. Ça monte, mais du coup, tu es en hypo. Ouais. Hein, et là, donc, du coup, l'hyperthyroïdie, c'est l'inverse. Plus le chiffre de la TSH baisse, c'est là qu'on va te poser un diagnostic d'hyperthyroïdie. Donc, quand il descend en dessous de 0,5, donc quand il est en dessous quand il est à 0,3, tu vas avoir une hyperthyroïdie, frustre. Et si tu passes en dessous de 0,1, là, tu vas avoir une hyperthyroïdie franche. D'accord. Voilà. C'était juste. C'est important de savoir. Voilà, pour les gens s'ils se posent des questions, parce que c'est pas évident d'avoir cette logique quand tu lis tes propres bilans sanguins. Non, tu comprends pas, effectivement, ouais. Tu comprends pas. Voilà. Et donc, pour en revenir en fait aux nodules et aux goitres, en fait, les nodules, les goitres sont composés ils vont regrouper un ou plusieurs nodules.
D'accord? Donc le goitre, ce qu'on va appeler le goitre, c'est quand tu as un renflement Oui, c'est gonflé, hein, il y à a la un base coup un du peu, cou. ouais. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est causé justement soit par un excès d'iode, soit par une carence en iode. C'est-à-dire que soit tu vas avoir une carence en iode et tu vas moins bien fabriquer, avoir l'adjonction d'iode sur la thyroglobuline, et du coup il va y avoir trop de cellules qui vont s'accumuler, et ça va grossir, et les hormones ne sortent pas, et tu vois, ça ne dégonfle pas. Soit tu vas avoir un excès, comme on l'a vu dans le côté hyperthyroïdien, et donc il y a trop de matière en fait, et du coup ça gonfle. Voilà. Ouais. Et donc un goitre peut regrouper un ou plusieurs nodules. Alors il faut savoir quand même que les nodules à 95% sont bénins. Alors ils sont bénins dans le sens, ils ne sont pas cancéreux, mais ils peuvent aussi être bénins, c'est-à-dire non cancéreux, mais quand même être toxiques pour la Le corps. thyroïde parce qu'ils fabriquent trop d'hormones thyroïdiennes. Tu vois? Donc voilà, Ouais. pour essayer de faire la différence entre Ouais. ces deux explications. Quand quelqu'un a un diagnostic d'un nodule malin, bah ça peut donner un cancer de la thyroïde. Voilà, cancer de la thyroïde, ils sont en augmentation, mais c'est des cancers qui se soignent bien. Oui, voilà, une bonne nouvelle, entre guillemets, plus ou moins, c'est Ouais, que c'est ça des se soigne cancers qui plutôt se bien. soignent plutôt bien. Et pourquoi est-ce qu'ils sont en augmentation? Bah là, on rejoint le domaine de la santé environnementale et tout ce questionnement autour des pollutions, de cet impact des pollutions environnementales sur la thyroïde. Et d'ailleurs, dans ton livre, tu dis qu'il y a un excès d'opération des nodules. Alors c'est fini maintenant. Il y a eu ça il y a quelques années. Ouais, heureusement. Les nodules étaient trop vite identifiés comme potentiellement malins, et il y a eu un trop grand nombre de personnes qui ont été opérées. Donc ça veut dire opérer, ça veut dire qu'on fait des ablations, soit d'une partie, soit de la totalité de la thyroïde. Donc c'est des gens ensuite qui vont dépendre de médicaments pour leur vie entière. Voilà. Ouais. Ça a été rectifié, il y a eu beaucoup d'alertes scientifiques, ça a été rectifié, donc il y a des normes qui ont été posées, et aujourd'hui c'est plus le cas. Ouf. La suite la semaine prochaine.